Alger, 5 juillet 1962. La victoire du oui au référendum sur l'indépendance de l'Algérie a déclenché des scènes de liesse dans tout le pays. Un déchaînement de joie, traversé de cris de rage, qui disent la férocité du combat des Algériens pour retrouver la liberté. Quelques jours plus tard, des appelés, des fonctionnaires des autorités coloniales et des milliers de familles françaises pliaient bagages. Pour la plupart d'entre eux, c'est le début d'un drame, loin d'être apaisé 60 ans plus tard. Au milieu de ce grand départ, un des symboles de la colonisation est pourtant resté, l'Église. Comment les autorités religieuses, arrivées avec les premiers colons, ont-elles fait pour maintenir leurs institutions en Algérie après l'indépendance? Quel rôle, Monseigneur Duval, l'archevêque d'Alger, a-t-il joué dans l'organisation de réseaux d'entraide qui se sont parfois politisés? Cette évolution, les églises catholiques et protestantes la doivent à une poignée d'anonymes. Nelly, Francine, Marguerite, André, Stanislas. Certains étaient missionnaires, d'autres travailleurs sociaux, médecins, enseignants. Leur point commun, ils sont les derniers visages vivants de la nébuleuse chrétienne qui s'est engagée, au nom de l'Évangile, en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Quel rôle la torture a-t-elle joué dans leurs engagements? Quelles ont été l'attitude des institutions catholiques et protestantes face à ces acteurs anonymes de l'histoire? Pour replacer ces trajectoires dans le contexte du conflit franco-algérien, nous sommes allés jusqu'à l'université de Tampa, en Floride, où enseigne l'historienne américaine Darcy Fontaine. Elle est l'auteure d'importants travaux sur les églises et la décolonisation qui font référence depuis 2016. Retour sur une histoire oubliée. Ma grand-mère se disait petite fille de pionnier. Ce qui veut dire que sa grand-mère, à elle, est arrivée du côté de Mascara, enfant, dans les années, allez, disons, 50-60, 1850-1860. Ce sont des Ardéchois qui venaient à cause de la crise du phylloxéra. C'est un exemple de colons. On leur a attribué des terres qui sans doute appartenaient à d'autres. Les gens ne sont pas venus ici pour faire du tourisme, ils sont venus pour gagner des sous. Colonnas, comme son nom l'indique, c'est une famille qui vient de Corse. Mon père était fonctionnaire dans les douanes. Et c'est comme ça qu'il a été en Afrique du Nord. Du côté de ma mère, ils sont arrivés dans les fourgons des envahisseurs, dans une localité qui s'appelait La Cale. C'était un port de pêche et où il y avait du corail. Et il y avait des échanges avec l'Italie, avec la France. À l'initiative des autorités françaises, 1 million d'Européens a débarqué en Algérie au début du XXe siècle. Des chrétiens pour la plupart, qui ont besoin de lieux de culte. Des églises et des temples sortent de terre dans chaque territoire d'Algérie où sont installés des Européens. Symbole de la proximité entre autorités coloniales et autorités religieuses, des églises surmontées d'une croix chrétienne et du drapeau tricolore. L'Algérie, c'est une colonie de peuplement où l'Église était vraiment
centré sur la population européenne. Il y avait des églises, surtout auprès d'Oran, pour les populations espagnoles, et puis les populations françaises qui sont arrivées, les Italiennes aussi. Il y avait une sorte de, c'est pas une légende, mais une sorte de mythologie dans l'église, que c'était vraiment l'église de Saint-Augustin. C'était important pour l'Église de maintenir le régime colonial, pour maintenir l'histoire romaine, on peut dire. En dehors des grandes villes, l'Église et les chrétiens sont absents. Les famines de la fin du XIXe siècle donnent aux autorités religieuses l'opportunité de s'investir dans les zones reculées d'Algérie. La Kabylie devient le terrain des Pères blancs et des Sœurs blanches, les missionnaires du Père Lavigerie, l'archevêque d'Alger. Leur rôle, porter assistance aux populations les plus démunies. Un contexte propice à des cas d'évangélisation. Ces évangélisations-là ne se faisaient que sur des enfants abandonnés par leurs parents. Si mon grand-père a été admis à l'école des Pères blancs, c'est parce qu'il était orphelin de son père et il gardait les quelques chèvres de son oncle. Et quand un père blanc est arrivé dans son village et qu'il a vu cet enfant couvert de gales, il s'est approché de lui. Et l'oncle a bien voulu se débarrasser de lui, parce que c'était une bouche en moins à nourrir. Donc il n'y allait pas par foi chrétienne, ils y allaient par nécessité alimentaire. Les populations musulmanes ne voulaient pas être chrétiens. Il y avait une culture en Algérie musulmane très forte, qui était très ancrée dans la société. Donc c'est pas une population prête à convertir. En 1853, on inaugure l'Opéra d'Alger. Comme si le Kabyle allait aller écouter Carmen ou Verdi. On a commencé par ouvrir un opéra pour répandre les valeurs occidentales et on a attendu 28 ans pour ouvrir une école chrétienne. Les Pères blancs ne sont pas majoritaires dans l'Église. Comme le montrent les images du Congrès eucharistique d'Alger en 1939. Autorités religieuses et coloniales marchent main dans la main. Les défilés de jeunes Européens, costumés en croisée, illustrent jusqu'à la caricature le récit fantasmé de la conquête de l'Algérie, dans laquelle les indigènes n'existent pas, sinon sous l'apparence d'anciens combattants en tenue traditionnelle. J'appartiens à un milieu qui n'avait aucun contact pratiquement avec les Européens, si ce n'est à travers certains instituteurs ou professeurs, parce que s'il y a une caractéristique de la situation en Algérie depuis l'occupation, c'est l'espèce de séparation absolue entre la communauté algérienne et les Européens qui sont venus s'installer en Algérie. Les Algériens étaient là, parce qu'il y en avait qui travaillaient à la gare, au port, et ainsi de suite. Mais il n'y avait pas de communication. Mon père, par exemple, travaillait à la société de trolley. Il était au garage. Et ses patrons étaient tous des Européens. Quand les ingénieurs voulaient démonter un moteur, ils lui disent « Mohamed, tourne-toi au mur » pour qu'il n'ait pas à apprendre comment on replace le moteur. Comment... Donc, c'était clair, c'était net, et on le ressentait. On se côtoyait dans le tram, dans l'autobus, mais on s'ignorait. On craignait un peu les Arabes quand même, hein, faut bien dire. On se méfiait un peu. C'était pas le grand amour, hein. C'est ça l'origine de l'affaire, d'être colonial sans le savoir. Ce mur invisible, mais réel, qui sépare les deux peuples, le mouvement des scouts tente de le contourner. Sous l'impulsion des Pères blancs, il s'est doté depuis 1942 d'une branche musulmane, les scouts musulmans d'Algérie, les SMA. À la Libération, chaque section chrétienne a obligation de réserver des places à des jeunes musulmans pour créer des amitiés entre les deux communautés.
Abderrahmane Nasser appartenait donc à une troupe SMA et a demandé s'il pouvait intégrer la troupe marine. On s'est liés d'amitié. C'est par lui que j'ai connu la réalité citadine des Algériens. Son père était balayeur dans la Casbah. Sa mère était une femme à la maison. Et il habitait une maison traditionnelle, un patio au centre, et chaque côté, à chaque étage, hébergeait une famille. Et ces côtés étaient des grandes pièces, enfin là où ils habitaient, eux. Et d'un côté, c'était la cuisine, des choses comme ça, et de l'autre, c'était le séjour et le dortoir. Mais sur le moment, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'absence de livres. C'est une très grande injustice. L'Église est spectatrice des ravages d'une pauvreté qui ne se limite pas à la Casbah. Des milliers de familles algériennes, privées de logement, s'entassent dans des abris de fortune, au pied des quartiers européens d'Alger. Un homme d'église ne connaît que trop bien cette réalité. L'abbé Jean Scoto. Il est né lui aussi dans un des quartiers populaires de la capitale. Résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, il se fait peu à peu le porte-voix de leurs tristes conditions, en convainquant sa hiérarchie de faire appel à des travailleurs sociaux et à des prêtres ouvriers de métropole. Il avait quelques institutions comme le secrétariat social d'Alger. Il avait des études sur la pauvreté, sur les problèmes algériens, sur le problème du logement. Et quelques gens comme le père Scoto qui a invité les prêtres de la Mission de France pour travailler auprès des populations défavorisées en Algérie, surtout dans les bidonvilles autour d'Alger. Donc c'est lui, avec quelques assistants sociaux, qui ont créé les premiers centres sociaux dans les bidonvilles. Une des caractéristiques du bidonville, de Bérardi et de tous les autres, c'était l'absence d'installation sanitaire et l'absence d'eau. À Bérardi, il y avait 4 postes d'eau pour 6000 habitants. Les gens venaient chercher au robinet, c'était la corvée. Et puis l'évacuation des déchets et des eaux usées, c'était des rigoles dans les rues. Ceux qui étaient présents dans les milieux où moi je voulais travailler en tant que civiliste, c'était des religieux. Pour aller dans les bidonvilles, il fallait passer par les petits frères de Jésus ou les petites sœurs de Jésus, ou plus tard par les sœurs de Grand Champ protestantes. Et c'est là où, donc, on a lancé le premier chantier du service civil, qui a tout de suite fédéré beaucoup d'autres initiatives et qui a été un peu l'amorce de ce qui plus tard allait devenir les centres sociaux. Moi, je suis envoyé à Hussinday, dans un petit local qui appartenait à l'archevêché d'Alger, où les frères habitaient une maison un peu bizarre. C'était un tonneau métallique. Sur le plan de la fraternité, était d'abord de trouver du travail pour m'insérer à travers le travail. Je rencontre quelques Algériens, je suis au courant de ce qui se passe. Je prends conscience de ce que représente la colonisation française dans le peuple algérien. Les lois françaises sont pas appliquées. L'expression département français, Algérie française était fausse. Les arrestations pouvaient être arbitraires. Le règne de l'arbitraire, les prêtres ouvriers de la Mission de France le touchent d'encore plus près. Ils forment le plus politisé des mouvements missionnaires. À l'origine, chargés d'évangéliser les masses ouvrières, en infiltrant les milieux industriels et agricoles, ils ont fini par fraterniser avec leurs camarades. Ces prêtres et ces séminaristes ont rencontré des militants laïcs et puis des militants communistes et dont ils se sont sentis solidaires. Formés au départ pour convertir ces milieux ouvriers, ils vont eux-mêmes se faire convertir. Et il va y avoir une proximité de plus en plus grande, un dialogue qui va s'établir entre ces chrétiens et les communistes. À l'initiative de l'abbé Jean Scoto,
2 équipes de la mission de France sont déployées en Algérie. L'une à Alger, dont il devient le délégué régional, et une autre à Soukaras, dans le massif montagneux des Aurès. Depuis les massacres de Sétif en mai 1945, la ville est le point de ralliement des premiers maquisards nationalistes. Pour les mater, des troupes françaises ont été dépêchées sur place. C'est dans ce contexte tendu que des liens se nouent entre le prêtre Jobik Kerlan et le jeune Badji Mokhtar, un des futurs fondateurs du FLN. Badji Mokhtar raconte à Jobik Kerlan les tortures qu'il a subies lorsqu'il a été arrêté, puisqu'il a été emprisonné quelques années, et il lui raconte les humiliations. Le fait de devoir tous les jours aller donner son nom au commissariat, le fait de devoir saluer le drapeau français. Badji Mokhtar lui dit « On n'a aucune solution, on n'a aucune possibilité d'améliorer notre statut de citoyen par les voies légales, et ça ira à la guerre, on ira jusqu'au bout. » Heure troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. À Batna se sont déroulés les obsèques des 3 soldats du camp militaire, assassinés alors qu'ils montaient la garde, tandis qu'au cœur du massif de l'Aurès, Harris recevait les premiers renforts après être resté isolé un jour entier. Je suis arrivé à Alger le 3 novembre 1954, 3 jours après le déclenchement, parce que c'était l'ouverture de l'année universitaire et c'était ma première année pour rejoindre enfin l'université d'Alger. À l'époque, il n'y avait qu'une seule université à travers toute l'Algérie et elle comptait 5000 étudiants, dont 4500 étaient des Européens. À l'époque, il n'y avait qu'un seul lieu où pouvaient loger les Algériens, c'est à La Roberceau. À la résidence musulmane de La Roberceau, une bande joyeuse descend sur Alger. Médecins, avocats, ingénieurs de demain. Un matin, j'ai trouvé dans mon lit une lettre écrite en français qui m'était adressée, me dit « Écoute, tu n'es pas venu ici pour te payer le luxe de suivre des cours alors que tes frères, tes sœurs sont exposés nuit et jour à une tuerie qui risque de coûter cher au peuple algérien. L'Algérie a besoin de toi. » Le foyer des étudiants musulmans de l'université d'Alger n'est pas qu'un lieu de recrutement des futurs cadres du FLN. C'est aussi le lieu de rencontre avec un groupe d'étudiants catholiques, proches du professeur André Mandouze, qui dénonce la colonisation dans plusieurs revues. Dans Conscience maghrébine, ça a été une revue qui avait très peu de moyens. Et donc, elle était principalement renotypée et brochée. Ensuite, j'ai participé à ça, et c'est comme ça que j'ai fréquenté le reste de l'équipe. Mandouze a réussi avec d'autres à réunir une élite d'étudiants musulmans, de l'UJMA, et une élite catholique, militants, convaincus, gueulards. Mais tout ça ne représentait qu'une minorité. Et moi-même, je me suis trouvé, durant ma période cocartière, je me suis trouvé en opposition. Il y avait un restaurant. Et donc, on était quelques étudiants catholiques à nous rendre à ce restaurant universitaire pour y déjeuner. Et parce qu'il y a des étudiants musulmans qu'on veut les connaître. Il y avait Colonna, Vasse, il y avait Fanny Reynaud. On organisait des sorties communes avec des étudiants qui venaient et on posait les problèmes du devenir de l'Algérie. Et ce sont ceux-là même qui, dès le départ, ont servi à certains responsables de la révolution algérienne de pouvoir circuler à travers Alger en voiture parce qu'ils se cachaient derrière des chauffeurs, des Européens, et qu'on ne pouvait pas, à l'époque, soupçonner d'être complices des Felagas. Les yeux perçants des paysans, des jeunes et des vieillards, surveillent chaque mouvement des Français.
Pour faire face à la résistance algérienne, les autorités françaises mobilisent le contingent dans une opération nommée Pacification. En fait, une guerre qui ne dit pas son nom, qui aspire 400 000 Français chaque année, parmi lesquels des rappelés qui ont déjà servi en Indochine ou à Madagascar. Alors que j'étais en permission libérable, je commençais ma philosophie chez les jésuites à l'époque, et puis je reçois un papier en me disant que j'étais maintenu sous les drapeaux. Les évêques à l'époque disaient aux chrétiens qu'il était leur devoir de se laisser enrôler à nouveau dans cette guerre, ce qui n'était pas une guerre puisque on appelait ça la pacification. Ben bon, mais que faire? C'était l'armée. Alors, ou on renonçait à l'armée, ou on acceptait ses contraintes. Voilà, donc on était coincés. Et la pacification à l'époque consistait à aller dans les villages, récupérer les hommes de 16 à 40 ans. Alors on allait les rafler. Ça a été des expéditions militaires, soit punitives, parce qu'on leur avait tiré dedans en embuscade, soit pour récupérer les fusils de chasse. Et alors, quand les gens ne voulaient pas le donner, les fusils de chasse, on les ramenait au camp. Alors, le tabassage a commencé très vite pour leur faire dire où étaient les rebelles. Ce gamin de 14 ans qu'on a récupéré par avare dans un champ alors qu'il gardait ses vaches, le fait qu'il ait couru par peur des soldats qui l'avaient arrivé, on en a déduit qu'il était parti avertir les félagas. On le ramène au camp. Et la nuit, on le torture. Les hurlements de cochons qu'on égorge, entendus hier soir vers 9 h, venaient bien du gosse. On l'a passé à la magnéto. La méthode est simple, un fil sur un testicule, un autre à l'oreille, et on fait passer le courant. Sur le gosse, ils n'ont pas employé la méthode habituelle. Ils lui ont mis le fil au poignet et à l'oreille. Le gosse, paraît-il, a avoué qu'il était allé prévenir 4 types armés de fusils de chasse qui attendaient les soldats. Quand j'ai découvert que c'était le gosse le lendemain matin qu'on avait torturé, alors j'ai pris cette photo et pour moi ça a été le comble de la révolte. Moi, quand je suis allé en 1956 rencontrer l'aumônerie générale à Paris, j'ai été terrifié je veux dire, du peu d'écoute que j'ai obtenu. Pour lui, c'était le marginal, rien n'était prouvé, etc., etc. Quoi. Il n'a pas cherché, si vous voulez, à creuser l'affaire. Il y a un jour, Monseigneur Badré, dans une réunion de séminaristes, a trouvé le moyen de dire « Oh, ce père Hutin, qui n'a que des cas de bouche à oreille. » Un an plus tard, le témoignage de Stanislas Hutin est reproduit dans la brochure « Des rappelés témoignent », au milieu de dizaines d'autres récits de soldats traumatisés par les ordres de leurs supérieurs. Je ne puis croire ce que je vois. Il faut absolument que je fasse partager à quelqu'un ma culpabilité. Il faut apprendre à tuer. Vous êtes ici pour ça. Tirée à 20 000 exemplaires, la publication est signée des plus grands intellectuels catholiques et protestants de l'époque. C'était des intellectuels, des journalistes, Robert Barra, en fait, qui a collecté tous ces témoignages, aussi qui a vraiment montré toutes ces crises au milieu des soldats et des mouvements de jeunesse, qui étaient très importants. Je crois qu'à la base, c'était vraiment ce problème et la division entre la religion et la politique. Et surtout, les dirigeants catholiques ne voulaient pas se mêler dans la politique. Ils voulaient tracer une ligne entre ce qui est la morale, je ne veux pas dire des choses contre le régime français, contre les militaires, n'importe quoi, et la politique qui était leur domaine. Depuis le printemps 1956, la pression militaire s'accentue sur les étudiants algériens ayant fait allégeance au FLN. La Casbah, dédale de ruelles difficiles d'accès aux militaires français, est bouclée. Les réseaux d'entraide catholique entrent en scène. Salah Ben Kobi avait rendez-vous avec quelqu'un pour partir au maquis.
Et il a manqué, enfin, il n'a pas retrouvé son interlocuteur. Et c'est comme ça qu'en mettant les pieds devant l'hôtel Aletti, une moto s'arrête. Il savait que moi-même j'étais recherché. Denis avait une moto. Il a chargé celle-là sur sa moto et il est venu me voir avec lui. On me dit, est-ce que tu peux pas, toi, le cacher? L'un descend et l'autre me prend sur la même moto. Et son père était le directeur de la douane au bord de la mer. Ma mère était au courant. Mère au foyer, c'était évidemment impossible de la tenir au courant, mais elle m'a fait confiance. Et donc j'ai introduit Salah d'abord dans ma chambre, et ensuite il est resté 3 jours chez moi, pas davantage. Quand son père est arrivé, je les entendais comment dans les couloirs, ils parlaient, puis chacun a rejoint sa chambre. Ça pouvait être une solution provisoire. Et donc on en a parlé avec Jean Scotto, et c'est par son intermédiaire qu'il est arrivé chez Frère Édouard. Edrevi arrive chez nous, il reste une quinzaine de jours. Il y a une petite cabane au fond où il loge, mais il participe à notre vie. Dans la journée, il reste discrètement dans la cabane. Quand on est là à midi, et le soir, il mange avec nous. Donc on a contact avec lui. On apprend à le connaître. Et là aussi, la discussion était ouverte, on parlait. Et quand il partait, je restais pratiquement seul dans le tonneau. Bien sûr, ce qui était l'essentiel, c'était le contact entre les musulmans et les Européens, des crimes que les prêtres refusaient de s'attribuer à des chrétiens, en disant c'est une déviance terrible parce qu'on doit d'abord porter secours à autrui et après le laisser être jugé par le Seigneur. Je l'ai accompagné en car jusqu'à la ville de Médéa, un peu avant la ville. Il descend du car, on s'est dit au revoir, et lui, il a gagné un maquis. Il a été arrêté 15 jours après. J'ai la colonne vertébrale, j'ai encore les traces de la torture, parce qu'ils vous piquaient avec des choses brûlantes. Et le bassin d'eau, parce que voilà, vous prenez par exemple une baignoire, la torture de la baignoire, elle est pleine d'eau. On fait passer un bâton et on vous attache on met le bâton d'un côté et de l'autre et vous basculez. Et vous avez les fils électriques tout au long du corps. Avec ici. Alors, il vous... la gégène. Passation de pouvoir, le général Allard remplit désormais les fonctions de super-préfet dans le cadre des départements algérois. Le général Massu devenant, lui, préfet d'Alger. En janvier 1957, les autorités coloniales transfèrent leur pouvoir au général Massu. Il dirige alors la 10e division de parachutistes, une brigade dédiée aux opérations spéciales. Sa mission, éradiquer le FLN, dont les attentats ensanglantent la ville. C'est le début de la bataille d'Alger. Massu, qui est un catholique pratiquant, suspecte alors les chrétiens engagés dans les centres sociaux de complicité avec le FLN et en fait sa cible. Mon père, qui est directeur du centre social de la Redoute, qui s'en prend à un de ses moniteurs qui arrive en retard, il lui dit « Pourquoi tu es en retard ?» Et l'autre lui répond « Parce que j'ai été arrêté par les parachutistes. » Et pourquoi ils t'ont arrêté? Parce que je fais partie des centres sociaux. Et il se tourne vers mon père, il lui retourne il tourne le dos à mon père, il lève sa chemise et il avait effectivement le corps zébré de coups de cravache qu'on lui avait donnés uniquement parce qu'il faisait partie des centres sociaux. À 3 h du matin,
des militaires qui arrivent chez moi, qui frappent à la porte, et d'autres qui arrivent par la fenêtre et qui me disent où est Chafi, où est Chafika. Ils ont fouillé chez moi et ils ont trouvé des médicaments et une machine à écrire. Alors je pense que c'est ça qui a été... tu es en train de ravitailler le maquis, etc. Bon, enfin, j'ai été arrêtée, voilà, et emmenée à la villa Sésigny. À Sésigny, c'était le systématique, la torture préalable. C'était pas en fin d'interrogatoire parce qu'on avait épuisé tous les moyens, mais c'était une mise en condition. L'eau et l'électricité. Je préfère pas rentrer dans les détails. Et je suis restée 5 semaines à Sésigny. On entend des hurlements et celles qui arrivent abattues, épuisées dans la cellule qu'il faut soigner. Bon, j'ai eu mon amie Nassima Hablal qui est arrivée. Elle ne pouvait plus se servir de ses mains. Elle avait été pendue. Elle m'a dit, bah, comme le Christ, pendue par les poignets. Avec en plus les décharges électriques qui à chaque fois faisaient retendre tous les muscles. Et elle est restée pendant des mois à ne pas pouvoir se servir de ses mains. Donc il fallait la faire manger, la laver. La prière est un bon rempart pour tenir le coup. Mais c'est d'ailleurs, quand je me rappelle de cette période, je dis c'est curieux parce que j'étais à la fois dans une angoisse permanente. Enfin, chaque respiration était une supplication, et puis en même temps dans une paix profonde, en me disant je suis à ma place là. Je me dis c'est un peu comme un océan qui est agité en surface, et puis il y a la paix des profondeurs. C'est curieux, ce double mouvement psychologique. Mais c'est très... Oui. Nelly Forget est jugée en juillet 1957, au cours du procès dit des chrétiens libéraux. Un terme abusif, puisque seuls 8 des 37 inculpés sont catholiques. À l'exception d'un prêtre de la Mission de France, la majorité des prévenus est relaxée, sans charge. Mais la vraie cible du pouvoir, c'est l'Église. C'est Monseigneur Duval. Ce procès est monté contre le cardinal Duval. Duval était gênant parce qu'il avait des paroles très fortes pour dénoncer les abus militaires et pour soutenir, non pas le combat, mais enfin l'idée de donner aux Algériens toute leur place dans leur pays et toute leur dignité. Ce qu'a fait Duval, je crois que ça a été déterminant pour le maintien d'une église en Algérie. Massu savait qu'il y avait cette sorte de résistance. En fait, il a écrit à le pape lui-même pour dire que c'est pas possible. Je fais mon travail. Il y avait ces chrétiens qui résistent. Quels étaient les ennemis des chrétiens en Algérie pendant la guerre? C'était le général Massu. C'est quand même lui qui a dit, dans les centres socio-éducatifs, on a dévoyé la charité chrétienne à des fins antinationales et anti-françaises. Les ennemis des catholiques en Algérie, c'était Massu. C'est lui qui a torturé Nelly Forget. Les ennemis de la chrétienté, ça n'était pas les Algériens. Les ennemis des chrétiens en Algérie, pendant la guerre d'Algérie, ça a été l'armée française. En France aussi, des chrétiens s'engagent contre la guerre d'Algérie. Certains prêtres de la Mission de France animent des groupes qui accompagnent les militants FLN dans certaines opérations clandestines. Autour de ces noyaux, on retrouve des étudiants catholiques aux trajectoires plus individuelles, comme Francine Rapinet. Elle a 22 ans quand elle est jugée à Besançon en mars 1958 pour atteinte à la sûreté de l'État. Une première en France. Ici, Besançon, le tribunal correctionnel, au micro Frédéric Pochet.
Le tribunal correctionnel de Besançon juge aujourd'hui mademoiselle Francine Rapinet, étudiante âgée de 22 ans, et un étudiant musulman, Ben Abderrahman. Le cas de mademoiselle Rapinet est de beaucoup le plus grave. Cette jeune fille de petite taille, bien plantée sur ses jambes, vêtue du Duffel-coat très estudiantin, a reçu et caché 3 revolvers, une machine à écrire, du papier carbone, un cachet du FLN et des sommes d'argent importantes. Le tout venant de cet agent du FLN. On était toute une bande quand même de gens complètement acquis à la cause algérienne. Hein. À Belfort, il y avait un noyau qui était des gens qui étaient anticolonialistes. Il y avait les Mathieu, il y avait d'autres gens aussi. Hein. Il n'y avait pas que des protestants, il y avait des catholiques et des libres penseurs. Ces jeunes étudiants, ils vont dans des séminaires où ils apprennent à réfléchir ensemble, mais aussi à structurer leurs pensées, à structurer un mouvement. Et quand ils arrivent à l'université, ils savent faire ça, en fait. Il y a deux mouvements qui savent faire ça. C'est l'UEC, hein, les communistes, et puis ces jeunes catholiques. Ils sont majoritaires, en fait. C'est eux qui, tout au long de la guerre d'Algérie, détiennent les rênes. Ce qui va expliquer que l'université de Besançon, bien qu'elle soit une toute petite université, aura une dynamique très 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 forte dans cette lutte contre la guerre d'Algérie, et donner aussi la possibilité à une personnalité comme Francine Rapinet d'aller jusqu'au bout de l'engagement, aller jusque dans une radicalité. Cette différence, Francine Rapinet la cultive depuis un séjour en Algérie. Partie rejoindre une amie de la communauté des Petites Sœurs de Jésus, elle découvre la société coloniale et en revient la rage au ventre. C'est aussi cette expérience qui l'a conduit à entrer dans un réseau FLN lié à l'université de Besançon. Francine fait partie d'un réseau, hein, puisqu'elle fait des missions à Reims, elle fait des missions à Paris. Dans ces missions, elle peut transporter des messages, elle peut transporter des fonds. Et donc, elle est vraiment partie preneuse de cette histoire des porteurs de valises. L'agent de liaison de Francine s'appelle Salah Lawedge, alias Sidali. Officiellement, c'est le délégué régional du syndicat des étudiants algériens. Officieusement, c'est un responsable FLN. En novembre 1957, il demande à Francine de l'aide pour passer en Suisse. Il était recherché par le parquet d'Alger. Ça rigolait pas, hein. On savait ce qui se passait. Donc, on l'a, avec l'aide du pasteur Mathieu, on l'a exfiltré par la Suisse. Il a gagné Tunis. Dans cette voiture, il y a le couple Mathieu, donc Étienne et Elisabeth. Et derrière, il y a Salah et moi. On passe sans problème la frontière. Parfaite, sauf que Francine Rapinet est arrêtée quelques jours plus tard à Belfort, au domicile de ses parents. Dans sa chambre, la police découvre une machine à écrire, des tracts, le tampon du FLN, ainsi que de l'argent et des revolvers. Ils m'ont interrogé quand même pendant toute la nuit. Je les ai un petit peu baladés, quoi. Finalement, ça m'a valu d'avoir une belle bosse sur le crâne, parce qu'il y en a un qui m'a attrapé la tête, qui m'a cogné contre le mur. J'avais une bosse énorme, là. Et je me retrouve sur le banc, là, à attendre, avec Étienne Mathieu. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Vous vous rendez pas compte toutes les histoires que j'ai inventées, moi, depuis 2 jours. Alors, je lui aurais sauté à la gorge tellement je trouvais ça. Il m'a dit, mais c'est moi qui l'aurais dit. Il voulait surtout protéger sa femme. Parce que c'était Elisabeth qui était connue pour être une militante. Voilà. Alors lui, il a tout fait pour qu'on foute la paix à sa femme. Le procès est révélateur de la manière dont les institutions chrétiennes perçoivent ces engagements concrets. Pour soutenir le pasteur Mathieu, tout le Gotha du protestantisme français se précipite à la barre du tribunal, notamment l'ancien ministre socialiste André Philippe, le théologien Georges Casalis, ainsi que le philosophe Paul Ricoeur, compagnon de route de la revue Esprit. Mais pour Francine,
Personne ou presque ne se déplace. Moi, j'étais une catholique un peu hors norme. Les quelques vicaires, abbés, toute obédience, catholiques, ils avaient reçu l'interdiction de l'évêque de me soutenir. Non, mais ça, c'est important quand même. Donc, ils sont aplatis. Et donc, c'est comme ça qu'André Mandouze, il a su ce qui se passait. Il a dit, moi, j'y vais, parce que quand même... Donc, c'était lui qui a été un témoin en ma faveur, un témoin de moralité ou je sais pas quoi, un témoin donc pour moi. Francine Rapinet, elle est condamnée à 3 ans de prison. Et donc, lorsqu'on était condamné entre 2 et 5 ans de prison, on avait aussi 5 ans on était déchus de ses droits civiques. Donc, c'est une sanction qui est assez lourde, mais qui veut aussi montrer l'exemple, en fait, pour tous ceux qui seraient tentés d'aider le FLN. Le pasteur Mathieu, il écope quand même de 8 mois de prison ferme. Et donc, lorsqu'il va sortir de prison, il demande à faire un dernier culte dans sa paroisse et ça lui est refusé. On voit vraiment que ça provoque une bombe. Comme la société française, la société protestante, elle est profondément divisée, et notamment par la question de l'engagement concret. Non, parce que quand même, 3 ans, c'était important. Hein. Moi, je ne suis pas une peureuse, mais où j'ai vraiment eu peur, c'est quand j'ai compris qu'ils étaient capables de m'emmener en Algérie. Je me disais, mais moi, je ne veux pas arriver dans les mains des paras, hein, ça non. Alors, je me disais, comment on fait pour sauter d'un avion? Voilà. Et c'est vraiment ce que je me disais, comment on fait pour sauter d'un avion? Parce que j'avais peur de la souffrance, quoi, de la torture. Devant la France, un problème difficile et sanglant reste posé, celui de l'Algérie. Il faut le résoudre. Nous le ferons comme une grande nation et par la seule voie qui vaille, je veux dire le choix que les Algériens eux-mêmes feront de leur propre destin. L'ouverture politique n'empêche pas la poursuite des combats en Algérie. La pacification est bien une guerre qui oblige les autorités militaires à déplacer les populations civiles et à les regrouper dans des camps misérables. Une situation humanitaire dramatique qui inquiète le plus haut dirigeant protestant mondial, le théologien Willem Wisseruft, ainsi que le responsable de l'Église réformée de France, le pasteur Marc Bogner. Le pasteur Bogner était très frustré par les protestants en Algérie qui ne voulaient pas du tout réfléchir sur ces questions. Ils ont demandé à Willem Wisseruft, à la tête du Conseil œcuménique, de faire un tour des églises en Afrique du Nord, ce qu'il a fait en 1956. Il découvre une population très enflammée, donc il était très frappé par ça. Les protestants ne voulaient pas comprendre les changements. Ils n'étaient pas ouverts à la population musulmane. Il a demandé la CIMAD à venir en Algérie. Dès 1959, les dirigeants protestants invitent leurs fidèles à s'investir en Algérie sous la bannière de la CIMAD, l'association dédiée aux réfugiés de guerre. Un jour, le secrétaire général de la CIMAD demande à notre pasteur « Est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait partir dans les Aurès dans un camp de regroupement pour distribuer des vivres avec la CIMAD ?» Je me rappelle très bien le jour parce que j'étais à l'hôpital, je venais d'accoucher de notre second fils et Jean me dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Et rétrospectivement, je me dis, mais je suis étonnée de la façon dont on a dit, ben oui, alors que c'était en pleine guerre. Hein. Alors on habite à Constantine et Jean va pratiquement tous les 2 ou 3 jours à Bouhamama. Et quand Jean arrive là-bas, il était tellement
tellement triste de voir ces gens qui habitaient comme des animaux, c'est-à-dire ils avaient creusé des trous dans la terre et ils avaient mis des bâches. Il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas de meubles, parce que ce sont des gens qu'on a arrachés de leur village, de leurs champs, de leurs troupeaux. Les gens crevaient vraiment de faim, donc il fallait vraiment leur apporter de la nourriture. Pour Jean, ça a été un gros choc. Et c'est pour ça que l'armée française voyait d'un très très mauvais œil que la CIMAD distribue des vivres dont une partie partait chez les maquisards. Hein. Jean le savait, ça. Un officier sous le sceau de la confession a dit que les militaires français avaient décidé de liquider Jean en envoyant des harkis déguisés en djounoud. Jean, ce jour-là, et c'est pour ça que je dis qu'il a tout le temps été protégé dans sa vie, Jean a décidé de ne pas prendre le même itinéraire que d'habitude. Il a échappé à ces tueurs. Le cycle de la violence entre dans une dernière ligne droite. Depuis janvier 1960, un groupe de partisans de l'Algérie française, emmené par le général Salan, crée un mouvement armé clandestin, l'OAS. L'objectif ? Bloquer le processus de paix initié par le général de Gaulle en pratiquant une politique de terreur qui répond aussi aux attentats du FLN. C'est dans ce contexte que la Charité chrétienne est à nouveau suspectée de collusion avec l'ennemi. Le 15 mars 1962, l'OAS assassine 6 inspecteurs des centres sociaux dans l'attentat dit de Château-Royal. Je suis rentré à midi et j'ai trouvé ma femme en pleurs. Mouloud Feraoun venait d'être assassiné. Et il se trouve que Mouloud Feraoun, c'est quand même le seul, l'unique Algérien que nous avons rencontré. Voilà. C'était Tamaskara et c'était Mouloud Feraoun. Et ça finit mal. Toutes les fois qu'un intellectuel musulman sera soupçonné de sympathie, et je dis bien soupçonné de sympathie, il devra être abattu. On a rigoureusement appliqué la directive du général Salan, chef de l'OAS. Il y avait des suspicions sur ces 3 intellectuels algériens qui étaient Feraoun, Hamouten et Oudaoudia. Et puis, pour faire bonne mesure, on a mis 3 Français comme ça. Mon père... Oui, j'ai pris de la distance. J'avais 20 ans quand ça s'est passé. J'ai eu 20 ans pour avoir l'image de mon père, pas comme d'autres qui ont perdu leur père à 10-11 ans. Ce crime-là est un forfait, est un fait d'armes pour ces gens-là. C'est pas un crime, au contraire, ils s'en vantent. Ah ben, ça a été la fin des centres sociaux, hein, parce que ça a été le sauve-qui-peut partout. À cette même période, il y a eu d'autres assassinats dont on n'a conservé aucune trace, en particulier en Oranie. Il y a eu un assassinat dans un centre, il y a eu une bombe placée dans un autre centre, il y a eu l'assassinat d'un autre collègue dans les rues d'Oran. Donc ça a été extrêmement dramatique. La répétition des attentats de l'OAS et leur degré inouï de violence oblige Monseigneur Duval à condamner les ultras de l'Algérie française. Dans une communication aux paroissiens, l'archevêque d'Alger incite la population chrétienne à ne pas suivre les faux prophètes de l'OAS. Pour de nombreux pieds noirs, c'est une trahison qui transforme Léon Duval en Mohamed Duval. Mais c'est une insulte. Le pied noir qu'il appelle Mohamed, c'est plus un chrétien, c'est un arabe, c'est un musulman.
ce Savoyard qui publiait des circulaires sur la couleur des chaussettes des prêtres. Plus conservateur que lui, plus rigoureux, plus strict. Et il portait tout sur tu vois sa photo, tu devines tout de suite que c'est un rigoriste, que c'est un type de la... Eh ben non. Eh ben non. Ce Savoyard était un homme d'ordre. Dans le diocèse, les choses étaient organisées. Et il y tenait. C'est un homme d'ordre, mais il n'était pas avec les forces de l'ordre. Il était d'abord pour la justice et la vérité, comme dans le psaume, vérité et justice se rencontrent. Et en lui, ça se rencontrait. Il a reçu des lettres hallucinantes des paroissiens catholiques en accusant d'avoir trahi les catholiques, trahi les pieds noirs, trahi la France. Il y a quelques lettres qui font référence à des bombes, à l'église. Tout ça, c'est vraiment incroyable. Toi et le grand comte de Gaulle, vous êtes les grands diviseurs des Français. Lui en France, et toi le salopard, celui de tous les catholiques d'Algérie. Mauvais berger, qui vous rangez délibérément du côté des assassins qui déciment votre troupeau. Monsieur l'archevêque, toutes nos félicitations pour votre soutien à la politique d'abandon du général de Gaulle. L'Église ne doit pas se mêler à ceci. Ah non, je veux pas l'Algérie algérienne. Ben, je peux dire qu'une chose, c'est que je voudrais plutôt que ça soit l'Algérie française, c'est tout. Algérie algérienne, c'est un slogan qu'on a fabriqué à Paris. C'est pas une émanation, c'est pas quelque chose qui est sorti d'ici. Depuis les bancs d'école, on nous a appris que nos ancêtres étaient les Gaulois et puis c'est très difficile à plus admettre que maintenant nos ancêtres ne sont plus les Gaulois, même si on s'appelle Hernandez, même si on s'appelle Papalardo et même si on s'appelle Mohamed. Ce mythe de l'Algérie française nourrit la violence des ultras de l'OAS. Entre janvier 1960 et juillet 1962, des centaines d'attentats balafrent la France et l'Algérie. La presse chrétienne n'est pas épargnée. Au milieu de cette vague d'horreur, une poignée de chrétiens, réunis autour d'André Angstelm, se regroupent pour dire non, pour dire stop. On a voulu manifester notre opposition, c'est comme ça qu'est née l'OAF, Organisation Algérie Fraternelle, fait exprès pour donner le change, pour qu'on pense que c'est Algérie française quand même, parce qu'on a distribué à peu près 1000 tracts. Français d'Algérie, arrête de faire le pantin, la colère est reine. Tu deviens complice de terroristes européens. Dis non à ces méthodes, à cet esprit, OAS égale catastrophe. Qu'est-ce que l'OAF? Qui sommes-nous? Que voulons-nous? Ni gaullistes, ni même pathos, français, hein? Ni communistes, ni même progressistes. Nous voulons que les pieds noirs restent chez eux en Algérie et nous croyons fermement que la collaboration entre les musulmans et les Européens sera toujours possible dans ce pays. Refuse les consignes folles de l'OAS, diffuse ce premier bulletin autour de toi. Malheureusement, il n'y avait que nous. Ce petit truc de l'OAF, cette farce. C'est un peu une farce, dangereuse, une farce. Le référendum sur l'indépendance se tient un an plus tard, sur l'ensemble du territoire algérien. Issu des accords d'Évian entre le FLN et les autorités françaises, le scrutin invite les populations européennes et musulmanes d'Algérie à se prononcer sur une seule question. Voulez-vous que l'Algérie devienne un État indépendant, coopérant avec la France? Le 1er juillet 62, en uniforme de sous-lieutenant, ma femme, Gabi, et ma petite fille, nous sommes allés au bureau de vote et nous avons voté pour l'indépendance de l'Algérie. Je vote pour l'indépendance de l'Algérie dans la ville de ma grand-mère. Ma grand-mère est née à Mascara. Alors là, il y a bien une élection où le sens était fort, c'était celle-là. Mais avec un côté bravache, je dirais.
Et après tout, voilà, il y a ce côté un petit peu... Et puis, voilà, il y a un peu ce côté... Et puis, merde, on y va, allez. L'indépendance. Oh, quelle joie, quel soulagement. Jean s'est mêlé à la foule. Notre fils aîné sur les épaules. Et c'était une liesse magnifique. Et il y a un enthousiasme, une joie extraordinaire. Vive l'indépendance! Vive la liberté! C'est douloureux aussi, hein, parce que il y a tous ceux que j'ai perdus par là, et puis Pour moi, ça n'a pas été un jour de joie. Mon père n'était plus là. J'ai été soulagée, mais en même temps, je savais que je n'avais plus ma place en Algérie, et c'était aussi un déchirement. Je suis allé voir Monseigneur Duval. Il y avait une espèce de joie chez Monseigneur Duval qui était pas de l'ordre du contentement. C'était de la joie. J'étais vraiment content que ça finisse et vraiment content que cette certitude de ma jeunesse s'est montrée juste, quoi. C'était pas une illusion. L'engagement des chrétiens en Algérie était la chose la plus importante pour sauver l'Église en Algérie. On dit souvent, dans les milieux du FLN, au milieu des Algériens, après la guerre, que cet engagement, la réputation des chrétiens progressistes, des chrétiens qui ont aidé le FLN, les chrétiens qui ont été engagés dans les projets sociaux, a laissé une place pour le christianisme dans les pays musulmans.